Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vais commencer par un truc qui m'est passé complètement à côté. La chaîne a passé le cap des 1000 vidéos. 1000 vidéos. C'est pas rien. Ça fait quand même un très large choix. Je crois qu'on est à 1011 ou 1012 là, vidéo. Je rappelle, l'année prochaine, on va fêter les 10 ans. Enfin, ça, c'est juste pour information. Revenons sur cette rencontre Poutine-Trump. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Je vous l'avais dit, de toute façon, il n'y aura rien. Poutine ne démordra pas du Donbass et de la Crimée. Donc, c'est un statu quo. Pas de surprise. En revanche, je me suis quand même posé la question, mais alors, Trump sachant très bien que Poutine ne lâcherait pas le morceau, Poutine sachant très bien que Trump n'a pas forcément tous les leviers pour éventuellement faire avancer le schmilblick, alors je me suis dit, mais de quoi ils ont pu causer? Et on a analysé un petit peu la situation. Souvenez-vous, je vous en ai parlé. Le système financier international aujourd'hui est un petit peu acculé. Il est acculé. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de rendement. Or aujourd'hui, force est de constater que les deux empires économiques que sont les États-Unis et la Chine se font une guerre fratricide, et que dans cette guerre fratricide, il faut la possession. Alors la possession, au niveau de la Chine, par l'intermédiaire du pouvoir chinois, via des entreprises évidemment affiliées en combine avec le pouvoir chinois. Et de l'autre côté, vous avez les États-Unis. Alors ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'État fédéral, mais tout le lobbying qu'il y a auprès de Washington par les sociétés, les empires financiers, industriels, matières premières, etc., etc., etc. Et surtout les empires financiers, c'est-à-dire à la fois les banques d'investissement comme les groupes d'investissement dont on parle souvent de Vanguard, de BlackRock, pour les plus connus. Et cette guerre en Ukraine, elle est pas seulement... d'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent Poutine dit que c'est une opération spéciale et tout. Je dis oui, mais enfin bon, le coup de la dénazification de l'Ukraine, vous savez si bien que moi que c'est un prétexte. Que le réel prétexte, c'est que l'interventionnisme occidental et plus particulièrement américain en Ukraine pour essayer de dégager l'Ukraine du giron d'influence économique russe a fini par foutre le bordel, a fini par provoquer Maïdan pour essayer de renverser le président ukrainien de l'époque qui avait décidé finalement que c'était plus pragmatique de rester en accord avec les Russes plutôt que de se rapprocher de l'Union européenne, avec derrière le foutage de bordel en intégrant les réseaux nationalistes, bandéristes, qui très clairement ont commencé à vouloir imposer un petit peu leurs lois à l'échelle politique. Et c'est ce qui a provoqué un petit peu la peur, on va dire, le désaccord de la part d'une représentation de la population ukrainienne que l'on dit russophone. Mais bon, d'une manière générale, de toute façon, cette guerre en Ukraine, qui en est véritablement responsable? C'est l'Occident, les Américains en particulier. Et ça, c'est pas une idée complotiste, ça a été confirmé par ou l'une des artisantes de la chose, qui est Victoria Nuland.
Et donc, on pensait réussir à affaiblir le régime russe et finir peut-être par faire tomber Poutine, sauf que ça n'a pas marché. Or, vous savez, le système financier international a besoin de rendement, mais de rendement sur du court au moyen terme. Or là, le projet de vouloir faire tomber Poutine, de mettre la main sur la Russie, etc., ça c'est un projet à long terme. Or malheureusement, ça ne rentre plus dans les cases. Ça ne rentre plus dans le centre d'intérêt qu'ont les Occidentaux à essayer de remodeler la géopolitique internationale. D'où la raison pour laquelle l'Europe s'est inquiétée de voir les Américains devenir tout d'un coup assez timides avec l'Ukraine. Alors oui, on a arrosé à coups de milliards parce que ça faisait plaisir aux empires militaro-industriels américains. Mais pour ce qui concerne un interventionnisme direct, même sous Biden, c'était hors de question. Et c'est là que les Européens se sont commencés à dire pourquoi ? Bon, c'est pas grave. Et puis est arrivé Donald Trump, et puis là, l'Europe s'est décidée de vouloir jouer la carte. C'est une continuité de cette politique atlantiste, à défaut, tout simplement des Américains, parce que maintenant, les États-Unis sont entre les mains de Donald Trump. Sauf que l'Europe n'a pas les moyens de ses ambitions. 1, elle n'a pas d'armée. 2, l'OTAN, je rappelle, le commandement militaire est américain. Donc si les Américains ont dit fin de recevoir, donc l'OTAN ne sert à rien. Et tant que Poutine n'attaque pas un pays de l'OTAN, parce que la situation, elle est ce qu'elle est. Il n'y a jamais eu de traité ni d'alliance de signer avec l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que, 1, c'était s'opposer éventuellement, il y aurait toujours eu une opposition de la part de la Russie. Mais bon, ceci dit, la Russie, si l'Ukraine est un pays indépendant et souverain, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a des ramifications à l'échelle internationale au niveau de la géopolitique. Ça, c'est juste pour rappeler au simple d'esprit que c'est pas parce qu'il suffit de brandir le poing, démocratie, liberté, indépendance, souveraineté. Non, c'est pas aussi simple. C'est plus compliqué. Et donc aujourd'hui, dans l'évolution de ces marchés internationaux qui ont besoin de rendement, la Russie, on le sait, c'est un enjeu. C'est un enjeu de matières premières, c'est un enjeu énergétique. C'est même un enjeu au niveau des communications maritimes. Parce que oui, le réchauffement climatique, c'est bien gentil, mais la Russie, elle en tirerait un profit. Déjà, toutes les régions du Sibérie, le permafrost, vous l'avez entendu, commence à disparaître. Alors c'est un peu gênant parce que ça risque de libérer certains gaz, mais ce n'est que temporaire. Une fois que ça sera terminé, ça sera beaucoup plus facile d'accéder aux richesses qu'il y a sous terre, tout comme les côtes arctiques permettront une meilleure facilité de circulation maritime et que par conséquent toutes les marchandises qui viennent des pays asiatiques, au lieu de passer par le sud, passeraient par le nord et tomberaient directement en Europe. Et les Russes, évidemment, ils se frottent les mains parce que ça veut dire qu'ils pourraient développer des armadas de brise-glace nucléaires. Donc si vous voulez, on peut trouver des modèles de coopération pour faire avancer des marchés, pour faire avancer des modèles économiques. Mais pour ça, faut faire copain-copain avec la Russie. Et copain-copain avec la Russie de Poutine. Sauf que l'écueil aujourd'hui, c'est les Européens atlantistes.
qui eux n'en démordent pas. Et c'est contre cela que Donald Trump, aujourd'hui, se confronte. Sauf qu'encore une fois, les atlantistes européens n'ont pas les moyens de leurs ambitions parce que jusqu'à présent, ils comptaient toujours sur le fait que les Américains seraient toujours là. Sauf que là, les Américains, ils sont plus là. Et on a l'impression qu'en réalité, là où il y avait une certaine alliance entre les Américains et les Européens, donc les atlantistes, à essayer de mettre la main sur des hégémonies, sur des contrôles, sur des empires, la situation économique internationale aujourd'hui, elle fait que, non, finalement, peut-être que... Pourquoi jouer collectif quand on peut jouer individuel? Et c'est là que l'Union européenne, tout d'un coup, on se rend compte qu'elle est complètement larguée. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'Amérique de Donald Trump, ou même celle de Biden avant, Biden commençait déjà à prendre cette position. Les Américains, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on se ferait chier avec l'Union européenne? Pourquoi est-ce qu'on partagerait le gâteau avec l'Union européenne? Autant prendre le gâteau pour nous tout seuls. Mieux, on ferait de l'Union européenne un bidule, un truc consommable, mais l'Union européenne ne produirait plus rien, puisque toutes les matières premières, toute l'énergie serait déjà sous possession d'empires financiers qui feront payer à l'Union européenne le prix fort, le prix négocié. Et là, vous allez me dire, pour ceux qui suivent, mais Pfizer, Van der Leyen, les fameux contrats des vaccins Covid. Oups! Alors oui, il y a toujours les Allemands. Les Allemands, ils ont une culture qui fait que, nous aussi, on veut jouer le protectionnisme. Sauf que là où ça commence à partir, il y a un pays qui va se faire avoir. À votre avis? En plus, un pays qui a à sa tête un président qui est un mondialiste, qui lui aujourd'hui, la France, il n'en a plus rien à branler, parce que lui, ce qu'il vise, c'est la présidence du nouveau modèle européen. En fait, c'est pas une caricature quand il y a des gens qui disent que de toute façon, on sent bien que les Américains, ils veulent faire de l'Europe un parc touristique. Avec l'histoire, la vieille pierre, les jolis petits villages, le patrimoine architectural et historique, etc. Oui, mais ces pays-là, ils ont peut-être besoin aussi de vivre. Ils ont peut-être besoin d'avoir une certaine indépendance. Ils ont peut-être besoin de pouvoir produire de l'industrie, etc. Pourquoi? Et là, vous aussi, pour ceux qui suivent, le fameux accord passé entre Trump et Van der Leyen sur les droits de douane. Vous savez, les combien là, 600, 800 milliards que l'Union européenne doit investir sur des produits américains, et plus particulièrement s'engager à acheter du matériel militaire. Ça va dans un sens, mais dans l'autre, dans l'autre, il n'y a rien. Zéro, que dalle, nada. Donc, si vous voulez, pour conclure, je pense que Trump et Poutine se sont rencontrés pour discuter pas seulement que de l'Ukraine, mais aussi de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on fait de ce machin qui ne sert plus à rien? Puisque la révision des traités, ça a l'air de traîner la patte. Nous, ce qu'on veut, c'est une Union européenne qui soit forte, qui soit un pouvoir supranational.
qui contrôlera, maîtrisera, sera suprême sur tous les États membres. Là, oui, c'est intéressant. Puisqu'on ne sera plus obligé de passer par différents pays pour négocier des traités, des machins, des accords économiques, etc. Non, on pourra passer directement par l'Europe, et l'Europe, évidemment, acceptera ce qu'on lui dira de faire. Van der Leyen vient d'en faire un très bel exemple. Et au-delà de cela, j'ai envie de dire, vous l'avez dans le cul. C'est-à-dire que, et encore plus pour ce qui concerne la France. Parce que je peux vous dire, sur des politiques économiques et géopolitiques, les Américains, ils ont toujours détesté les Français. Parce que les Français, c'est toujours été les réfractaires. On se souvient de Gaulle, go home, sortant du commandement de l'OTAN. Donc, cette fameuse indépendance de la France, aujourd'hui, Macron, il l'a détruit, c'est fini, c'est terminé. Que représente aujourd'hui la France à l'échelle internationale? Peanuts, que dalle. On dit Macron représente l'Europe, Macron représente la fierté de la France. Non, il représente ses intérêts à lui, sa gloire à lui. La France, il en a rien à branler. Il en a rien à foutre. Donc, qu'on soit clair. J'espère que vous avez bien compris qu'il y a une arnaque. Et donc, dans ce cas-là, soyez prudents. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.